Yaorana, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Wallis et Futuna, Polynésie et Nouvelle-Calédonie réunis autour de la table pour discuter de l'eau potable et des risques sanitaires. Nous sommes loin d'être en avance sur le sujet au Fénois. Nous aborderons cette problématique en plateau avec notre invité Benjamin Roger, coordinateur eau de la communauté du Pacifique. Du Pacifique, nous en parlerons également à travers la relation entre la Polynésie et l'Australie. Nous ferons le bilan du voyage diplomatique de la délégation polynésienne dans le cadre du Canberra Fellowships Programme. L'occasion également de se tourner vers nos perspectives et partenariats avec nos voisins de la région. Enfin, je vous emmène sur la petite île de Teiaro au Tuamotu. Ses caractéristiques très particulières sont étudiées à la loupe par les chercheurs du CRIOB. On vous explique pourquoi à la fin de ce journal. L'eau potable est un sujet qui nous concerne tous, pourtant elle est loin d'être acquise par l'ensemble des communes au Fénois. Pour tenter d'avancer, des représentants de Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna se sont réunis aujourd'hui. Objectif, mutualiser les connaissances et les expériences. Le reportage de Jessica Doucet. Le PSSE, plan de sécurité sanitaire des eaux, permet de s'assurer que l'eau du robinet reste potable et saine en toutes circonstances. Ce plan répertorie les incidents potentiels et leurs conséquences en précisant les mesures adaptées à prendre. Toumara connaît bien le sujet. Elle a fait appel à un bureau d'études en 2020 pour élaborer le sien. En fait, l'idée du PSSE, c'est de recenser tous les risques qui peuvent contaminer l'eau. Quand tu parles de la ressource, donc de prélèvement, que ce soit en nappe ou en rivière, jusqu'aux consommateurs. Dans la commune de Toumara, il y a eu 42 risques majeurs qui ont été recensés et qui ont été en fait classés par ordre de priorité en fonction si le risque est grave ou pas. Alors par exemple, parce qu'on se rendait compte que sur certains de nos sites, il n'y avait pas par exemple de clôture, et ce qui faisait que les gens pouvaient facilement accéder par exemple à des réservoirs ou à des ouvrages. Donc des mesures ont été mises en place comme clôturer et bloquer l'accès en fait. Études, coûts des travaux, entretien du réseau, sans compter les conditions géographiques. Le sujet est un casse-tête pour les communes, mais elles doivent s'y mettre car le Code général des collectivités territoriales impose aux municipalités de distribuer de l'eau potable à leurs administrés. À ce jour, seules 10 communes sur 48 sont à jour. La Polynésie rencontre des difficultés, nos voisins du Pacifique aussi. Wallis et Futuna vient seulement de lancer la rédaction de son PSSE. Nous sommes actuellement en rédaction d'un PSSE sur notre territoire. L'objectif donc de ce déplacement, c'est de participer justement à cette conférence océanienne qui lie quand même nos trois territoires, la Calédonie et la Polynésie. C'est surtout d'acquérir l'expérience et le savoir-faire de nos confrères et pouvoir ensuite les adapter sur notre territoire. Hao Mahina Paea Rimatara Toumara, en 2021, le programme Protège, financé par les fonds européens, a accompagné 5 communes volontaires dans la mise en place de leur PSSE. D'autres communes du Fénois devraient suivre prochainement. Et le coordinateur eau de la communauté du Pacifique est parmi nous ce soir, Benjamin Roger Yaorana. Bonjour, Yaorana. Ça fait donc 2 jours que des représentants de Wallis et Futuna, de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie sont réunis autour donc du sujet de la distribution de l'eau. Les 3 territoires ont des situations assez similaires. C'est pour cela que c'est important d'échanger, de partager les différentes expériences. Oui, bien sûr. Oui, dans les 3 territoires, on retrouve des situations similaires, des risques similaires en matière d'eau. Et donc, ces 2 jours ont été extrêmement riches et ont réuni environ une centaine de personnes, dont énormément de maires, dont beaucoup de maires de Polynésie, mais aussi des élus des autres territoires de Nouvelle-Calédonie. On avait donc des représentants des associations de maires de Nouvelle-Calédonie qui étaient parmi nous, des maires eux-mêmes. Et puis on avait aussi le territoire de Wallis et Futuna avec des élus de l'Assemblée territoriale qui étaient avec nous pour effectivement échanger sur des problématiques communes en matière d'eau potable. Voilà, on a parlé par exemple d'eau trouble, qui est une problématique similaire dans les 3 territoires qu'on retrouve sur des bassins versants dégradés, sur des bassins versants en période
période de pluie, donc il y a effectivement les eaux qui sont troubles et qui perturbent les communes dans la distribution d'un service d'eau potable. On a aussi parlé de cas plus spécifiques, comme le cas des îles des Tuamotu en Polynésie française, et les échanges ont été extrêmement riches parce que les solutions mises en œuvre en matière de récupération d'eau de pluie ici au Fénois sont quand même particulièrement probantes, et en l'occurrence ça intéresse beaucoup aussi la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna qui ne développent pas sur leur territoire ce type de système, et donc peut-être pour eux aussi des solutions à rapatrier, à emmener avec eux peut-être à l'issue de ce voyage dans leur territoire. Seules 10 communes sur 48 en Polynésie sont munies du PSSE, donc du plan de sécurité sanitaire des eaux. En Nouvelle-Calédonie, l'ensemble donc des 33 communes en sont dotées. Comment est-ce que vous expliquez cette différence? Comment êtes-vous parvenu à un tel résultat? Alors, on est parvenu à ce résultat en Nouvelle-Calédonie parce que la démarche a été engagée bien en amont, bien avant en fait. Alors les PSSE, plans de sécurité sanitaire des eaux, sont tirés d'une expérience de Nouvelle-Zélande qui avait développé des Water Safety Plans, qui ont été des outils particulièrement soulignés, appréciés par l'OMS, qui les a après encouragés dans le Pacifique, mais aussi dans le monde. Et donc en Nouvelle-Calédonie, donc depuis une vingtaine d'années maintenant, on travaille sur l'élaboration de PSSE pour le compte des communes. Et grâce à des financements européens, les 33 communes de Nouvelle-Calédonie ont pu s'outiller en une quinzaine d'années de ces Water Safety Plans ou plans de sécurité sanitaire des eaux. Alors après, c'est pas pour autant que donc le Water Safety Plan, le PSSE, c'est d'une part un programme d'urgence pour gérer les risques sanitaires donc, qui se posent sur un réseau d'eau potable, et donc anticiper ces risques pour faire en sorte de pouvoir les gérer quand ils se posent, et aussi des actions correctives pour limiter l'apparition de ces risques sur les réseaux d'eau potable. En Polynésie, les communes peinent à répondre aux exigences fixées par le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, notamment sur les sujets d'assainissement et d'eau potable. Le principal frein, c'est le coût de ces investissements. C'est une problématique que vous avez également, du coup, en Nouvelle-Calédonie? Alors oui, le financement, effectivement, les infrastructures en matière d'eau potable coûtent extrêmement cher, et donc pour les communes qui sont de petites entités, de faible population, de faibles moyens financiers, c'est sûr qu'assurer un service d'eau potable, c'est pas évident, c'est une lourde charge qui repose sur elle, et effectivement, donc, le PSSE est un outil complémentaire à d'autres outils qu'elles ont pour gérer leur réseau d'eau potable. Je pense au schéma directeur, par exemple, qui leur donne une stratégie sur 15, 20, 25 ans. Mais là, le PSSE, en fait, on est là c'est un outil complémentaire en réalité pour identifier les risques et faire en sorte qu'ils soient gérés dans le fonctionnement du service au quotidien, et donc assurer un service de meilleure qualité aux populations. Vous êtes donc en Polynésie dans le cadre de Protège, un projet de coopération régionale. Vous travaillez sur de nombreux dossiers, mais vous allez bientôt revenir au Fénois, donc au mois de mai, pour un autre sujet en lien là aussi avec l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce soir? Donc oui, effectivement, j'aurai la chance de revenir au mois de mai, dans quelques semaines, donc dans quelques mois, pour travailler sur une autre problématique, l'hydrométrie, les mesures, la connaissance des ressources en eau en réalité, donc des mesures qu'on peut réaliser sur les eaux superficielles, sur les eaux souterraines, pour améliorer la connaissance. Et dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre du programme Protège, qui est financé par l'Union européenne et que la communauté du Pacifique met en œuvre pour l'Union européenne, on va revenir pour aussi des échanges entre des techniciens des 3 territoires, de Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, pour travailler ensemble, pour se former ensemble et échanger. Donc dans le cadre du projet aussi également, on les a équipés d'outils de mesure similaires dans les 3 territoires, que la coopération puisse aussi se baser sur des outils similaires dans les 3 territoires. Voilà. Et donc j'aurai la chance de revenir au mois de mai, à la fois pour des formations, pour renforcer les compétences des agents de Polynésie et des autres territoires, mais aussi pour permettre ces échanges sur le terrain. Donc on va aller sur le terrain avec des acteurs de Nouvelle-Calédonie qui ont déjà certains outils de mesure, en l'occurrence, et pour déployer les mêmes en Polynésie française. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Roger pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.
Cette question, à présent, les relations entre la Polynésie et l'Australie pourraient-elles s'intensifier? C'est le souhait, en tout cas, de la délégation polynésienne partie en voyage diplomatique il y a quelques semaines. Cet après-midi, ils se sont réunis pour faire le bilan de leur déplacement. L'occasion pour nous de faire le point sur les perspectives des relations et des projets avec l'Australie. Voyez les détails dans ce reportage. De retour d'Australie, après avoir participé à un programme diplomatique de 8 jours pour renforcer les liens avec nos voisins du Pacifique, l'heure est au bilan pour la délégation polynésienne. Nous avons eu l'occasion de rencontrer bien au-delà des autorités australiennes, beaucoup d'autorités du Pacifique. Ça a été un des aspects très intéressants. On a eu l'occasion de rencontrer différents secteurs, le secteur du tourisme, le secteur de l'export. Beaucoup de réunions très instructives sur les fonds que l'Australie met à disposition du Pacifique, et ils sont énormes. Certains où la Polynésie pourra être éligible, et ça c'est la bonne nouvelle. Ce qui ressort de ce déplacement, c'est l'importance du régionalisme. Ça a été très constructif parce qu'on voit leur volonté affichée de mettre en avant le Pacifique et de vouloir rassembler finalement toutes les îles. Ça nous permettrait de mutualiser nos expériences, mais surtout de mutualiser nos moyens, notre technicité pour être visible au niveau du monde finalement. Ce n'est qu'en 2021 que le consulat d'Australie a ouvert ses portes en Polynésie. Depuis, de nombreux projets ont vu le jour dans les domaines de l'éducation, de la recherche et du commerce. Le Tavini Wir Atiera, désormais aux commandes du pays, souhaite accentuer le dialogue avec nos voisins du Pacifique. Le futur, c'est le régionalisme. Le futur, c'est de développer des partenariats, de travailler avec, de s'inspirer également de ce qui peut se faire là-bas, puisque l'Australie, comme vous le mentionnez, l'Australie a des domaines d'expertise bien spécifiques, et nous, on gagnerait tout à pouvoir s'en inspirer. Et je suis très satisfait que les élus qui ont pu participer à ce séminaire, nous avons pu parler d'une seule et même voix pour la Polynésie. Les représentants des 3 partis politiques éminents du Fénois ont tous pointé du doigt le manque de participation active et de représentation de la Polynésie dans les actions de la communauté du Pacifique. Un constat partagé par la consul d'Australie qui souhaite y remédier. La délégation a aussi pu découvrir de nouvelles opportunités de collaboration, de nouvelles possibilités d'échanger commerciaux, éducatifs ou scientifiques. D'un autre côté, c'est une belle opportunité pour le gouvernement australien de mieux saisir les intérêts polynésiens pour permettre une coopération forte dans notre région. Et pour contribuer à renforcer la stabilité, la sécurité et la prospérité de tous les peuples de la région, la Polynésie sera présente au 53e Forum des îles du Pacifique qui devrait se tenir à Tonga fin août. Et le gouvernement australien a ouvert les candidatures pour les bourses internationales Australia Awards. Cette année, 5 lauréats de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie vont avoir la chance de poursuivre leurs études en Australie. Et si vous souhaitez candidater, vous pouvez retrouver toutes les informations à ce sujet sur notre site d'actualité TNTV News. On continue de parler éducation avec le concours national Je filme ma formation. 9 lycéennes du lycée professionnel de Faa ont été sélectionnées pour y participer. Elles sont en bac pro métier de la mode. Notre journaliste Sam Teinaore est allé à leur rencontre. Commentaire signé Sophie Guébel. Yarana tout le monde, bienvenue à Tahiti. Ces 9 élèves en section mode ont relevé le défi de concourir pour Je filme ma formation. Un concours national, l'occasion de révéler ses talents durant 3 minutes. 3 minutes pour convaincre un jury de professionnels. Le projet a démarré l'an dernier. Nous, on est parti dans une démarche pour mettre en lumière la formation. Et aussi le lycée de Faa, on a eu un exemple, suite à un exemple avec des parents d'élèves qui ont peur d'envoyer leurs élèves au lycée Faa pour leur apprendre la formation. Valoriser sa formation et ses débouchés, c'est tout l'objectif de ce concours qui s'adresse aux jeunes. Des jeunes challengés le temps de quelques mois qui ont dû sortir de leur zone de confort. Je remercie beaucoup Hélène, qui travaille avec les Kids Reporters. Elle nous a beaucoup aidés, accompagnés pour tout ce qui est montage, parce que nous, c'est pas notre spécialité, on n'y connaît vraiment rien. Et grâce à elle, qui avait déjà participé au concours,
On a pu réaliser vraiment une super vidéo et on est très fiers de ce qu'on a fait. Pour moi, c'était le texte car je ne suis pas très fort en français, pour dire la vérité. Du coup, et à chaque fois, on devait faire tout le temps les mêmes reprises. Et pour moi, je n'arrivais pas à répéter à chaque fois le même. Du coup, à chaque fois, ça changeait tout le temps de phrases dans mes textes. Du coup, c'est le seul truc que j'ai détesté. J'ai demandé l'aide à mon prof de français, qui est M. Hansler, et ça va, ça a été. Nous avons 2 règles à respecter. Premièrement, toujours vaincre sa timidité, développer d'autres compétences, défi relevé pour ces 9 lycéennes qui ont passé haut la main la première étape du concours parmi plusieurs centaines d'établissements scolaires. Les lauréats seront annoncés lors d'une soirée officielle au Grand Rex à Paris le 26 mars prochain. Et on poursuit au Tuamotu, plus précisément sur la petite île de Taiaro, qui est étudiée à la loupe par les chercheurs du CRIOB. Sur cet atoll isolé, les connexions entre l'océan et le lagon sont rares, une caractéristique qui a un impact sur la biodiversité. Athéna Milcam sur des images d'Axel Lichley. C'est lors d'une première mission en 2022 que ces équipements de collecte de données ont été posés à Taiaro. Des installations retirées lors d'une seconde mission en février 2024. Les premiers résultats doivent permettre de mesurer à quel point le lagon est isolé de l'océan, car il n'existe aucune passe, seulement des hoa, des petites failles dans le récif que l'on appelle aussi des fausses passes. Conséquence, les valeurs de salinité dans le lagon, tout comme sa température, sont plus élevées que la normale. L'objectif de toute la mission que l'on a fait, c'était à la fois d'avoir une bouée à l'extérieur pour avoir la qualité de l'eau et les caractéristiques de l'eau océanique, à la fois d'avoir une bouée à l'intérieur qui était pour caractériser l'eau lagonaire et surtout cette bouée on l'avait en face des 1 ou 2 OA potentiellement fonctionnels pour voir effectivement s'il y avait de l'entrée. Et puis nous avions dans le OA, au niveau donc je dirais de la partie la plus basse du OA, des équipements pour essayer de mesurer les quantités d'eau et le potentiel flux d'eau qui pourrait être rentrant à des moments. Donc voilà un peu l'opération, était vraiment de mesurer le taux de renouvellement et à quel rythme finalement on pouvait avoir des événements qui allaient entraîner des remplissages du lagon par de l'eau océanique. Selon les premières données, il n'y a pas eu d'entrée d'eau dans le lagon depuis plus d'1 an. Mais la présence de flotteurs, inexistants lors de la précédente mission, laisse penser le contraire. Selon les scientifiques, ce sont des épisodes de forte houle conjugués à du maraamu, le vent du sud-est, qui provoqueraient les rares entrées d'eau. Cette particularité de l'atoll de Taiaro n'est pas sans conséquence sur la biodiversité lagonaire. En 3 décennies, les chercheurs ont constaté plusieurs faits marquants, comme la disparition des bénitiers et la diminution du nombre de colonies coralliennes et d'espèces de coraux. Les gardiens de l'île rapportent également des épisodes de forte mortalité des poissons, des événements certainement liés à des hausses de température et un manque d'oxygène dans le milieu, également appelé phénomène d'hypoxie. Et donc ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est vraiment cette capacité d'adaptation. D'une part, au fait qu'il y a un cycle biologique qui est fermé, qui doit se faire dans une zone fermée. Donc est-ce que certaines espèces sont capables de faire ce cycle biologique complet? Est-ce qu'on va retrouver des juvéniles? Est-ce qu'on va retrouver des très jeunes poissons? Et c'est pour ça que l'on a prélevé certaines espèces de poissons à différents stades. Donc ce que l'on observe, c'est que l'on a tous les stades, ce qui sous-entendrait qu'effectivement, pour certaines espèces, on a vraiment ce cycle qui se fait. Par contre, on se rend compte qu'il y en a très peu. Ce qui veut dire que le cycle se fait, mais globalement, il y a peu de succès. Ce n'est pas un cycle qui est très successful, dans le sens où ça ne marche pas tout le temps, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche suffisamment pour maintenir finalement la biodiversité du lagon. Comment les organismes vivants s'adaptent-ils à ce milieu particulier, au plan biologique, alimentaire, mais aussi génétique ? La question se pose aujourd'hui dans le lagon de Taiaro, mais dans un contexte de réchauffement climatique, elle pourrait rapidement s'étendre à d'autres îles. Et on termine cette édition à Rayatea, où des lycéens apprennent à récolter, cuisiner et manger des fruits et légumes du jardin. L'occasion d'apprendre les bons gestes tout en dégustant de nouvelles saveurs. Immersion avec Ronnie Moufat. Cuisiner sain dépend avant tout de la qualité des produits utilisés. Et c'est généralement dans les potagers que tout commence. Ces stagiaires du CFPP Adom Oria découvrent des méthodes de culture qui permettraient, selon leurs formateurs, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est l'objectif. L'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de produire soi-même ses plants, ses propres plants.
et d'avoir ses propres aliments, produire ses propres aliments, pour qu'on puisse avoir en fait une transparence en quelque sorte de ce qu'on mange. Voilà. Comme on dit, manger local. Donc c'est notre objectif, c'est de tendre vers l'autosuffisance. En fait. Une fois récoltés, les ingrédients passent en cuisine sous les mains expertes de Poema Moutam et de son équipe. Pour ce cours de cuisine, des élèves de Seattle sont mis en contribution pour élaborer la préparation de plats revisités. Aujourd'hui, on a quand même pas mal réussi à développer et revisiter le taro sur plusieurs recettes. On peut faire une dizaine de recettes du taro à base de manioc, le potiron, le ourou. Donc on essaie de faire la promotion du cooking class pour qu'ils apprennent vraiment comment utiliser ce qu'ils ont dans leur cours, dans leur jardin, pour mettre dans l'assiette, bien sûr. Dans les ateliers, les groupes se concentrent autour du ourou, taro, manioc ou patates douces pour les décliner sous diverses préparations. Là, je prépare un soufflé au manioc. C'est un dessert, c'est proposé en entrée. Hein. Voilà. C'est comme un gâteau, mais c'est salé. Hein. Voilà. On appelle ça le steak? Au taro. Au taro. Ah, d'accord. Ceux qui ne mangent pas de la viande, du poulet, végétarien. Soufflé de manioc, steak de taro, gratin de patates douces, nougatine de ourou, salade de blettes au coco, gâteau de houto, les fourneaux tournent à plein régime. Le parcours va de la graine à l'assiette. Les saveurs surprenantes et uniques ont enchanté les papilles des convives. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Ramzi Malouki dans Ciné Nuit. Juste après, voyez Koh-Lanta, puis 2 épisodes de la série Equalizer. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain. Et ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.